La présidente de la Commission européenne est à Kiev ce samedi 11 juin. Bruxelles doit se prononcer la semaine prochaine sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Coup d'envoi des élections législatives en France ce dimanche. Les Français sont appelés à élire leurs députés, mais l'abstention pourrait battre des records. À travers les États-Unis, encore sous le choc du massacre d'Uvalde, des milliers d'Américains manifestent pour un meilleur encadrement des armes à feu. C'est une visite que l'Ukraine attend depuis longtemps. Alors que les combats s'intensifient dans le Donbass, Ursula von der Leyen est de retour à Kiev. Avec le président Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission européenne souhaite évoquer la reconstruction du pays, mais aussi son adhésion à l'Union européenne. Nous partageons le même objectif. Nous voulons acheminer les investissements et réaliser des réformes afin d'améliorer la vie des Ukrainiens et de reconstruire le pays. Nous rendrons l'Ukraine attractive pour les investisseurs et on en fera un environnement favorable pour le secteur des affaires. Bien entendu, nous soutiendrons l'Ukraine dans son parcours européen. C'est important d'avoir une combinaison de réformes et d'investissements. Avec la reconstruction, nous voulons voir ce qui peut être fait après. Par exemple, vous avez beaucoup fait pour renforcer l'état de droit, mais il reste encore à mettre en œuvre des réformes pour lutter contre la corruption ou pour moderniser cette administration qui fonctionne bien ou pour aider à attirer les investisseurs. Une adhésion cruciale aussi bien pour l'Ukraine que pour l'Union européenne, selon Volodymyr Zelensky. L'ensemble de l'Europe est une cible pour la Russie et l'Ukraine n'est que la première étape de l'agression. C'est pourquoi la réponse positive de l'Union européenne à la demande d'adhésion de l'Ukraine peut être une réponse positive à la question de savoir si le projet européen a un avenir. La Commission européenne finalisera son avis sur la candidature de l'Ukraine la semaine prochaine, car l'adhésion divise. Si plusieurs pays d'Europe centrale et orientale sont pour, d'autres comme le Danemark, l'Allemagne ou la France restent plus réservés. Tournée éclair du chancelier allemand dans les Balkans occidentaux où Olaf Scholz plaide pour l'accélération des processus d'adhésion à l'Union européenne. Le chancelier est arrivé ce samedi à Skopje où il a été accueilli par le Premier ministre nord-macédonien Dimitar Kovačevski. Les Balkans occidentaux revêtent une importance stratégique pour l'Allemagne et je plaide en faveur de leur adhésion à l'Union européenne. Depuis 20 ans, on promet aux Balkans occidentaux une perspective européenne et il est temps que ces promesses soient suivies d'effets. Je tiens à ce que les choses soient claires dès le départ. L'Allemagne prend au sérieux l'intégration des États de la région au sein de l'Union européenne et bien entendu, cela s'applique tout particulièrement à la Macédoine du Nord. Le chancelier allemand a par ailleurs félicité la Macédoine du Nord pour son soutien aux sanctions contre la Russie. Lors de son étape de vendredi à Belgrade, Olaf Scholz a insisté pour que la Serbie adhère elle aussi aux sanctions contre Moscou. Coup d'envoi des élections législatives en France ce dimanche. 6 semaines après l'élection présidentielle, les Français sont à nouveau appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Un scrutin important et pourtant, après plus d'un mois de campagne quasi invisible, les électeurs sont plus indécis que jamais. Les observateurs s'attendent à un nouveau record d'abstention. Envie d'aller voter, oui, parce que ça compte pour notre avenir, ça compte pour tout, quoi. Enfin, mais je ne saurais pas pour qui voter. J'ai tendance à me dire que je vais rester sur ce que j'ai voté au présidentiel, justement pour valider un peu le ticket que j'ai donné au présidentiel et rester sur une forme de constance. Mais c'est tout, j'ai pas forcément plus de conviction sur ce sujet-là. Le duel s'est installé entre la majorité présidentielle et l'alliance de la gauche formée autour de Jean-Luc Mélenchon. Les derniers sondages les annoncent au coude à coude, faisant perdre à Emmanuel Macron la majorité dont il a besoin pour mettre en place ses réformes. Marine Le Pen arriverait en 3e position. Une recomposition du paysage politique qui sera confirmée au 2e tour des élections législatives le 19 juin prochain. Des milliers d'Américains se sont rassemblés pour réclamer un meilleur encadrement des armes à feu. Les manifestations se sont déroulées alors que le pays est encore sous le choc de la tuerie d'Uvalde. En Floride, un rassemblement s'est tenu à Parkland, là où il y a 4 ans, 17 personnes ont été tuées dans une école par un ancien élève.
C'est très difficile d'être ici aujourd'hui, 4 ans plus tard, au même endroit. Je n'arrive pas à croire qu'on revive ça encore et encore un peu partout dans le monde. Quelque chose doit changer. Je prie pour que cette fois-ci, quelque chose change. C'est difficile de garder espoir. La perception de la violence armée a changé. 80% des Américains soutiennent la prévention contre les armes. C'est le bon sens. Nos élus doivent écouter et on espère voir un résultat dans les semaines qui viennent. Le mouvement des marches pour nos vies a été fondé par des élèves de la Marjory Stoneman Douglas High School, l'école victime de l'attaque de Nicholas Jacob Cruz du 14 février 2018. Le massacre d'Uvalde du 24 mai dernier a provoqué un électrochoc dans la société américaine. Joe Biden a écrit sur Twitter soutenir les marches et le président américain a renouvelé son appel à voter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu. Aux États-Unis, près d'un adulte sur 3 possède une arme à feu. Rome aux couleurs de l'arc-en-ciel pour cette marche des fiertés qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes avec pour slogan « Peace and Love ». Le maire de Rome et de nombreux responsables politiques ont participé à cette marche contre les discriminations et pour l'égalité des droits. À travers le monde, les marches des fiertés ont traditionnellement lieu au mois de juin. Et cette année, c'était la première fois depuis 16 ans que la Thaïlande a accueilli dimanche dernier un défilé festif pour revendiquer la liberté des orientations sexuelles et des identités de genre. Ils étaient plusieurs centaines à défiler aussi ce dimanche à Katmandou, la capitale népalaise, où les Gay Pride n'avaient pas eu lieu ces 2 dernières années pour cause de Covid. Le Népal s'est doté d'une des législations les plus progressives de la région. La mention de l'identité transgenre figure dans les passeports, mais les mariages homosexuels ne sont pas autorisés dans le pays. Justin Bieber annonce sur son compte Instagram souffrir du syndrome de Ramsay-Hunt. Il s'agit d'une complication d'Azona qui conduit dans le cas du chanteur canadien à une paralysie d'un côté de son visage. Justin Bieber avait déjà annulé 2 concerts à Toronto et il ne donne pas d'indication sur la reprise de sa tournée. Justin Bieber a 28 ans, il fait des exercices, se repose pour, dit-il, revenir à 100%. La Norvège ouvre son nouveau musée national, un bâtiment imposant au bord du fjord en plein centre d'Oslo qui aura coûté près de 600 millions d'euros. La famille royale était présente ce samedi pour inaugurer un établissement aux dimensions monumentales qui parachève le virage culturel de la capitale norvégienne. En quelques années, 4 bâtiments phares ont vu le jour à Oslo. Le chantier de ce nouveau musée a duré 8 ans. Le nouveau musée national est le plus grand musée des pays nordiques. Et il est construit pour contenir, préserver et exposer notre étonnante collection d'art visuel, d'artisanat, de design et d'architecture datant de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ces 13 000 mètres carrés de galeries rassemblent les collections de 4 anciens établissements du pays. En tout, 6500 œuvres sont exposées et pas des moindres. La version la plus célèbre du cri de Munch peut être contemplée pour le plus grand bonheur des fans d'œuvres artistiques. Un écrin symbolique pour un tableau extraordinaire. Saint-Jérôme, chef-d'œuvre inachevé de Léonard de Vinci, est exposé pour la première fois au château du Clos-Lucé en Indre-et-Loire. Récemment expertisé, le tableau porte la patte du maître. On identifie très clairement une empreinte digitale. C'est ce qu'on appelle la peinture au doigt, une espèce d'essuyer au doigt qui permettait de créer un léger flouté, un léger sfumato. C'est particulièrement émouvant parce que, eh bien, là, nous avons l'empreinte digitale de Léonard il y a 535 ans. À l'invitation du roi François Ier, Léonard de Vinci est venu passer les 3 dernières années de sa vie au château du Clos-Lucé, près d'Amboise. C'est donc tout naturellement que ce lieu accueille une exposition dédiée à ce tableau, qui cache encore de nombreux secrets. Arrivé sous escorte dans la dernière demeure du génie florentin, le tableau est visible derrière une vitre blindée, doublée d'un caisson de contrôle de température. L'exposition, déjà présentée au Vatican et à New York en 2019, est prévue jusqu'au 20 septembre.